Bonjour à toutes et à tous. Hola a todos. Bienvenue à la 4e séance du cours public esthétique du cœur pour l'Anthropocène. Nous arrivons à la fin de notre cours et il nous reste encore à multiplier les options. C'est-à-dire à partager avec vous un des paris que nous avons fait pour faire face au système monde moderne et à l'Anthropocène. Je vous propose d'imaginer chaque séance précédente comme une étagère qui est couverte des ingrédients. Et aujourd'hui, on va cuisiner un plat qui s'appelle les esthétiques du cœur, avec des ingrédients provenant principalement de ces 3 étagères. Je vais vous présenter ces esthétiques du cœur en 2 séances. Donc aujourd'hui, on va faire la partie la plus théorique et le but sera en fait de répondre à la question qu'est-ce qu'une esthétique du cœur. Et pour cela, c'est important de comprendre les liens entre l'éthique et l'esthétique. Je vais développer une bonne partie de cette séance entre les liens éthiques et esthétiques. Et dans un deuxième temps, la séance prochaine, c'est-à-dire la dernière, je vais vous partager comment j'ai essayé de mettre en œuvre ces esthétiques du cœur dans le monde réel à travers des ateliers et on va analyser cela. Je voudrais commencer aujourd'hui par ce que j'appelle la préhistoire des esthétiques du cœur. Et je vais commencer là parce qu'en fait c'est un concept que j'ai inventé ou que j'ai forgé pour ma thèse, mais je voudrais lutter contre la tendance à interpréter la création comme un mouvement individuel et isolé. Et à l'opposé de cette croyance, je peux vous dire que cette intuition a sa racine dans ma pratique théâtrale et particulièrement dans ma pratique d'un courant qui s'appelle les théâtres de participation. Et je trouve là la préhistoire de cette esthétique du cœur. Donc au cours de l'été 2013, j'ai eu connaissance de la proposition artistique de Carlos Camarillo, qui est acteur de théâtre et formé en tant que psychodramatiste au Mexique. Dans sa thèse de psychodrame, il propose ce qu'il appelle les théâtres de participation, et qui sont des pratiques provenant du sociodrame, du théâtre l'opprimé, du théâtre playback et du théâtre spontané. Et ces pratiques ont en commun de ne pas laisser les spectateurs passifs dans les représentations. Et ils vont les inviter à participer. Ça dépend du format, mais parfois ce sont les histoires des participants qu'ils partagent en temps réel, qu'on va mettre en scène. Parfois, en fait, on va présenter une scène et on va demander au public d'intervenir ou d'aider ou de résoudre la situation. Donc, ce qui est central, c'est de comprendre qu'on va valider la capacité de tous et de toutes de participer activement dans les processus créatifs. Carlos Camarillo a reçu une bourse du ministère de Culture du Mexique pour faire ses ateliers à travers le pays et il a fait un de ses ateliers à Guadalajara où j'habitais. Donc je suis allée et j'ai adoré la proposition. Donc ce qui m'a marqué le plus dans ce premier moment, ce sont 2 choses. D'abord, les potentiels transformateurs que je voyais dans les théâtres, particulièrement dans les théâtres de l'opprimé. En fait, c'est dans la représentation de ma propre réelle histoire d'oppression que je me suis rendu compte quand les acteurs l'ont mise en scène que je voyais d'autres possibilités pour interpréter ma propre histoire et que je voyais des possibilités d'action pour moi que je ne voyais pas dans ma vie réelle. Donc je me suis dit, mais il y a quelque chose d'intéressant là. Et après, dans un deuxième moment, en fait, j'ai lu la poétique de l'opprimé et j'ai lu l'élaboration théorique que Carlos Camarillo a faite des théâtres de participation. Et là, j'ai trouvé la réunion de mes 2 amours, la philosophie et le théâtre. C'est-à-dire que c'est une proposition qui ne suit pas les dichotomies de la modernité. Parce qu'elle est la fille directe de la théorie peut-être la plus belle de la théorie critique latino-américaine, la pédagogie de l'opprimé. Donc, cette proposition théâtrale est à la fois intellectuelle et sensible. Et cet événement-là, en 2013, ma présence à ces ateliers, complètement par hasard, allait marquer ma vie, ma carrière et maintenant notre discussion.
Et si je rentre dans les détails, on ne va pas arriver aux esthétiques du cœur. Donc, ce qui me rappelle que nos décisions, y compris celles qui semblent intellectuelles, se prennent par rapport à nos buts. Et je trouve pertinent de les rappeler constamment. Parce que bien sûr, pour d'autres fonds ou dans d'autres contextes, peut-être conviendrait-il de développer davantage ce qu'aujourd'hui, par rapport à notre présente visée, je nomme la préhistoire des théâtres, des esthétiques du cœur. Donc, je vous dis qu'en septembre 2013, quelques personnes qui avaient suivi ces ateliers ont formé un collectif de théâtre spontané qui choisirait le nom des tribus. Je ne veux pas aujourd'hui m'arrêter sur mes pratiques avec la tribu, qui sont très riches parce que nous avons fait du théâtre invisible, nous avons fait du théâtre spontané, des ateliers, nous avons participé aux manifs, nous avons fait du théâtre dans les rues. En même temps qu'avec plus ou moins de succès, j'essayais de commencer à l'articuler et à le présenter dans le monde académique. Je laisse là la préhistoire et je passe à l'histoire. Et j'espère que le but de ce petit détour est atteint. Je veux souligner que les esthétiques du cœur ne sont pas un concept qui m'a été révélé dans un rêve, bien que ce soit une jolie métaphore. Nous avons commencé à les construire et bien avant que je commence à les balbutier. Et rien d'individuel en cela. Donc je commence avec l'histoire des esthétiques du cœur. Donc, j'ai soutenu mon mémoire du master en 2015 et commencé à préparer un projet de thèse. Je connaissais déjà les méthodologies horizontales dont je vous ai parlé lors de la première séance. Et donc, je savais déjà que je voulais faire de la recherche par demande et co-construire mon projet de thèse. J'étais déjà inscrite dans la manière latino-américaine de faire de la recherche. Donc, en 2016, j'ai préparé mon projet de thèse dans le cadre d'une codirection entre l'Université de Lyon et le programme Actores Sociales de la Flora Medicinal en México, qui est partie de l'Institut national d'anthropologie et histoire du Mexique. Et tout d'abord, pour vous présenter les programmes, ce sont les personnes. Et cette photo a été prise en fin mai 2018, avant ma venue en France. Et j'ai passé une année avec tous. Ce sont des médecins, des sociologues, des experts en plantes. En fait, tout le monde là est un expert en plantes médicinales, sauf moi. Et nous sommes là au sein de notre lieu de travail. Là, c'est les jardins botaniques de l'Institut national d'anthropologie et histoire. Pour vous donner une idée de ce programme de recherche, il a été créé en 1996 et travaille autour des usages médicinaux des plantes, de leur usage qui commence, je vous montre ça, depuis les nations premières jusqu'aux pharmacopées, en passant par la recherche scientifique ou le système de santé publique du pays qui reconnaît la phytothérapie clinique. Donc là, vous savez les 6 lignes de recherche et les scénarios socioculturels qu'on travaille. On a des chercheurs dans toutes les lignes. Et je passe tous les détails importants de mon travail de terrain et j'arrive à formuler seulement la demande à laquelle ma thèse vise à répondre. Et elle concerne en fait l'accompagnement éthique de ces lignes de recherche. De mon point de vue, les acteurs sociaux de l'usage de la flore médicinale, que ce soit en accompagnant les résistances contre les méga-projets ou en accompagnant les pratiques de phytothérapie ou les luttes des peuples originaires, mettaient en œuvre des valeurs modernes, mais contre la modernité. Et donc, il y avait pour moi un besoin, une nécessité des concepts, des termes, des théories non modernes ou anti-modernes qui pourraient rendre compte des valeurs pratiquées et défendues. C'est-à-dire que je voyais les besoins d'une éthique non moderne ou anti-moderne, une éthique non normative qui pouvait prendre en charge la diversité et l'interculturalité. Bref, une éthique décoloniale. Et je voudrais l'expliciter parce que cette recherche a son histoire dans une question éthique. Autrement dit, je propose une esthétique comme réponse à une question éthique. Et je vous rappelle un peu ce dont on a parlé lors de la 12e séance pour la question éthique. Donc l'éthique vient de l'exigence de décider, de choisir.
Et normalement, notre contexte, notre culture nous sauront donner des réponses pour vivre nos vies sans besoin d'y penser et de créer une réponse. Mais il peut y arriver que nous fassions face à de nouvelles situations pour lesquelles la culture n'a pas de réponse. Ou encore, il peut y arriver que les conditions socioculturelles changent et les réponses s'avèrent inadéquates pour les personnes présentement confrontées à elles. Et finalement, il peut arriver que nous fassions face au contexte d'interculturalité et de diversité. C'est-à-dire que les membres d'une culture qui ont peut-être des réponses pour une telle situation, en fait, se rendent compte qu'il y a d'autres manières pour faire face à la même situation. Et la diversité culturelle a toujours été conceptualisée en éthique en tant que problématique. Parce qu'en fait, elle nous confronte à l'un des monstres les plus détestables de la modernité, le relativisme. Et pire encore, le relativisme moral. La question qui se pose est de décider si pour notre éthique non coloniale, la diversité va être possible. Ou si l'on va tenter d'homogénéiser toutes les conduites humaines en édictant une seule manière de choisir et être véritablement humain. Et à vrai dire, c'est là, dans ce dilemme, que je rencontre les besoins d'une nouvelle éthique. Moi, venant du Mexique, où nous avons plus de 68 peuples originaires, je peux faire le constat qu'il y a d'autres manières de faire la vie. Cependant, l'éthique s'est fait toujours comme instrument civilisateur, l'éthique moderne. Et ce type d'éthique va édicter quel est le modèle d'homme auquel il faut aspirer. Et elle va édicter aussi s'il faut civiliser, classifier, sous-estimer, torturer, esclavagiser ou tuer ceux et celles qui sortent de la norme. Et pour vous donner quelques pistes de cette question éthique, je vais citer Achille Mbembe parce que je ne l'ai pas cité dans les cours et ça c'est mal. Donc, je vous le cite. Qui est qui? Qui doit être protégé? Par qui? Contre quoi? Contre qui et à quel prix? Qui est l'égal de qui? À quoi ai-je droit du seul fait de mon appartenance à une ethnie, à une région, à une religion ou à une fraternité? Qui peut prendre le pouvoir et diriger un pays? Dans quelles circonstances? Comment? Pendant combien de temps et à quelles conditions? Qui a droit au produit du travail de qui et contre quelle compensation? Quand peut-on cesser de se plier à l'autorité sans être puni? Qui doit punir qui et pour quelle raison? Qui doit payer l'impôt et quelle est sa destination? Qui peut contracter des dettes? Au nom de qui? À quoi doivent-elles être dépensées? Et qui doit les rembourser? À qui appartiennent les richesses d'un pays? Et toutes ces questions, dans ma recherche, avaient une dimension de santé ou de soins, étant donné le contexte de travail du programme au Mexique. Et nous avons construit notre réponse, une éthique contre-hégémonique. Et nous l'avons faite à partir de l'épidémiologie socioculturelle latino-américaine, et qui a été en fait presque inventée, conceptualisée directement par les coordinateurs du programme, les docteurs Paul Hertz-Martinez, et moi. Et nous l'avons établi avec une lecture décoloniale des éthiques du Caire. Et je voudrais souligner cette liaison, parce qu'en fait, ce que je vais vous présenter constitue une réponse collective. Non seulement nous l'avons dialogué, mais nous l'avons présenté, publié et soutenu ensemble. Là, vous m'avez là avec Paul. Et de plus, il s'agit d'une proposition théorique et pratique, ce qui veut dire que nous la pensions en même temps que nous essayons de la mettre en œuvre dans les différents scénarios auxquels nous travaillons. Là, nous sommes avec les récollecteurs de plantes originaires au Mexique. Là, c'était une conférence à l'UNAM. Et là, j'étais en train de présenter seule, mais il était assis, en fait, dans un congrès de médecine sociale au Mexique. Donc, cette éthique du Caire décolonial pour la santé collective, nous l'avons construite sur 3 axes. La vulnérabilité comme point de départ,
les dynamiques des attentions et des attentions du système monde moderne et la contextualisation des décisions. Donc, je vais vous présenter très rapidement notre projet éthique. D'abord, la vulnérabilité. Donc, nous avions déjà parlé un peu que le point de départ pour comprendre les décisions humaines est dans la liberté dont peuvent faire preuve les personnes, ou plutôt dans l'indétermination radicale qui est le propre de la condition humaine, dont on avait parlé lors de la 12e séance. Ce qui est à retenir, c'est que cette condition implique la possibilité d'être affecté par les autres. C'est ça l'essence, en fait, de vulnérabilité. Notons qu'il s'agit d'une définition plus large de vulnérabilité, qui cesse d'interpréter toute affection comme un dommage que nous subirions. L'affectibilité de la vie humaine, son indétermination ou sa vulnérabilité, ne renvoie qu'à la dimension du subir, mais aussi la source de tout apprentissage et de toute création humaine. Ma proposition anthropologique invite à arrêter de dissimuler ou de nier notre condition de vulnérabilité comme s'il était un mal contre lequel il faille se défendre et comme s'il était possible d'être un humain invulnérable, non affecté par les autres, comme s'il était possible de se maintenir vivant et en même temps complètement indemne de l'altérité. On a vu que la vie sur Terre est relationnelle à tous les niveaux. On a déjà évoqué que si on laisse un humain livré à lui-même, il ne pourra même pas survivre. Donc, si cette éthique s'est construite sur une demande, la première réponse consiste à souligner la relationnalité de la vie humaine, l'englobement des vies dans un contexte, la complexité des rapports et les risques inhérents à toute tentative de séparer ou diviser. Donc, la première considération de cette éthique du cœur décolonial sera de ne pas tenter de réduire l'interdépendance du monde humain, ni de domestiquer quiconque. Donc, c'est un appel à la perplexité. S'il faut prendre une décision, elle sera prise dans des situations fluctuantes et peut-être malheureusement en fonction d'une information incomplète. C'est une éthique qui va à l'encontre de l'image du décideur individuel, qui n'existe jamais en tant que tel. Car par la socioculturalité de l'être dans le monde, même les décisions personnelles se rapportent aux autres, à leur image, à leurs envols, leurs expectatives ou leurs jugements. Notre condition d'indétermination, de vulnérabilité fait que penser l'humain en tant qu'individu n'a aucune consistance. Et le risque des décisions égoïstes, c'est que dans les cas qui nous concernent, à l'heure de l'Anthropocène, elles ne vont jamais prendre en considération ni les autres, ni les environnements, ni les autres non-humains, et jamais la planète. Une éthique individualiste, normative et formelle ne peut pas prendre en charge les défis de notre époque parce qu'elle se félicite d'être éloignée de la réalité, mais en plus parce qu'elle se monte sur la figure du décideur individuel qui ne pense qu'à lui-même. Et c'est pour cela que notre proposition commence par accepter la vulnérabilité comme point de départ irrécusable et par conséquence la dépendance humaine généralisée. Et pour ce faire, elle ne peut pas faire abstraction de la psychologie des affects. Donc, on avait parlé déjà de la pertinence morale de l'affectivité ou de l'affectabilité. Et c'est là que je vais construire les esthétiques du cœur, mais un peu plus tard. Donc, il faut se rappeler une chose qu'on sait déjà tous et toutes. Trop souvent, nos décisions sont prises par nos émotions, ou du moins sous le poids de nos émotions. Et c'est pour cela qu'on attend les bons moments pour demander quelque chose, les moments opportuns en fonction des paramètres humains. Et on accorde, même si c'est de façon tacite, que la situation émotionnelle joue un rôle sur les décisions. Et cette dimension esthétique ou sensible fait que la nôtre sera une éthique invisible, une éthique de petits riens, où l'on ne peut séparer l'attitude, l'intention, les gestes, des actions, des mots, des décisions et du contexte. Donc, accepter l'interrelation de la vie comme condition première implique d'aller vers une éthique où tout compte, où il n'y a pas un centre et périphérie,
où tout va se jouer en fait dans chaque partie. Je vais vous partager 3 choses de cette éthique que je trouve importantes, mais je ne veux pas les développer. Donc d'abord, il s'agit d'une éthique du skin in the game, contre toute bureaucratisation de la morale. Cela dit qu'il faut prendre soi-même les risques des conséquences des décisions prises. En d'autres termes, les risques d'en être responsable. Parce que un des problèmes du système monde et ses institutions, bien que les institutions sont conçues pour maximiser la distance entre la personne qui va prendre les décisions et les conséquences de la décision. La deuxième chose, c'est que c'est une éthique des humains qui se trompent. Il s'agit d'arrêter de nier ou de sous-estimer notre faillibilité. La terreur à l'égard de l'erreur ne conduit pas à la certitude morale, sous le prétexte fallacieux de nous en tenir à ce qui est prescrit. La seule chose à quoi elle nous pousse, c'est à la tendance de mentir et à cacher. Par honte, en tout cas, ou dans l'entêtement comme stratégie sociale, mais en fin de compte pour chercher les responsabilités. Et pour mettre en œuvre une éthique humaine, il nous faut accepter notre faillibilité pour devenir accountable, comptable et responsable de nos fautes, et non seulement embarrassé par elles. Être humain implique d'être toujours dans les risques de se tromper. Et finalement, cette éthique nous propose de considérer qu'il est possible de faire beaucoup de mal, de perpétrer des actions impardonnables, de détruire quelque chose qui serait impossible de restituer, de commettre des dommages irréparables. Et nous devons nous battre contre les éthiques néolibérales, selon lesquelles il est possible d'attribuer une valeur de chance à toute chose dans la vie, car il y a de l'irremplaçable. Et seuls ceux qui ont subi un dommage pourront déterminer ce qui pourrait réparer les dommages ou les restituer ce qu'ils ont perdu. Et l'acceptation de l'insubstituabilité de tout être humain nous amènera à reconnaître que la restitution ne signifie pas équivalence, parce que tout n'est pas comparable, ni remplaçable. On passe au deuxième axe. On va prendre en charge l'articulation entre l'individu et la société. Donc, on revient à la théorie décoloniale avec les 4 axes d'oppression qu'aujourd'hui, on interprète comme tendances qui dictent ce qu'il faut penser, sentir ou rêver. C'est-à-dire qu'ils vont dicter quels sont les éléments importants pour être au monde, mais plus profondément. Ils vont édicter ce qui n'existe pas. Ils vont, dans les mots de Boaventura de Sousa Santos, elles vont produire des absences, vont décréter ce qui sera inexistant. Donc, si le monde est organisé de manière qu'il y a des lieux, des personnes, des problèmes invisibilisés et par conséquent non existants, comment les prendre en charge à l'heure de décider? S'il y a des dynamiques instituées pour faire attention et des dynamiques pour ne pas faire attention, comment on imagine une éthique qui ne continue pas à soutenir la modernité? Autrement dit, comment peut-on faire face à l'indifférence des privilégiés dont on a parlé lors de la 12e séance? Parce qu'en fait, le problème, c'est que l'indifférence n'est jamais directe. Elle inclut de la condescendance. Et c'est pour cela que je mentionne le mot en espagnol desattention. Parce que, et je vais paraphraser Pascal Molinier, il n'y a pas de personnes attentionnées et d'autres qui ne le seraient pas, mais plutôt des moments, des configurations qui sont favorables à l'expression d'un souci et d'autres où l'indifférence l'emporte. C'est-à-dire que notre monde n'est pas dichotomique. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est de voir quels sont les mécanismes structurés qui permettent de donner trop d'attention aux problèmes des minorités riches, blanches et masculines et peu ou pas aux autres. Une éthique qui prend en compte les dynamiques d'attention et de désattention qui nous sont structurées, mais même existentiellement, exige de chacun un mouvement psychique de retournement contre les habitudes et les connaissances que nous reproduisons, auxquelles nous croyons. C'est une
éthique où l'individu se donne la tâche impossible d'être autonome, dans le sens où il n'adhérerait plus à l'institution imaginaire de la société avec ses critères de pertinence comme évidence. C'est-à-dire qu'elle nous invite à accepter la contingence, le hasard, des appartenances à l'œuvre dans ce que nous savons, dans ce que nous croyons et dans ce que nous aimons. Nos préférences ne montrent pas la vérité ou la bonté ou encore la raison. Elles montrent les lieux socioculturels que nous avons habités. Rien de plus accidentel que ce que nous aimons, que ce qui nous intéresse ou ce que nous défendons. L'analyse des attentions et des désattentions qui structurent notre monde nous amène à faire un constat choquant. Il y a des exclusions actives. Il y a des êtres de peuples invisibilisés. Il existe les damnés de la terre. Il existe les subalternes. Et une bonne partie de l'humanité continue à être condamnée à mort. Il y a des vies qui ne comptent pas. Le système monde accepte certaines morts tant qu'elles se passent dans les lieux convenus. La main gauche condamne et déplore ce que la droite institue. Et en réponse à cela, à cause de cette manière permanente de générer des vides, des absences, des êtres invisibles, les subalternes en viennent à s'indigner. Donc la porte éthique qui s'ouvre avec l'analyse des attentions est une porte qui conduit d'une réaction très émotionnelle vers la politique. Et on passe au troisième axe. Il s'appelle l'importance de la contextualisation des décisions. L'épistémologie moderne nie ou sous-estime la valeur de l'incertitude dans notre monde. Elle se fonde sur une vision linéaire du monde et de l'histoire. Cependant, le hasard et l'imprévisibilité de la planète, de la Terre et du monde sont nos dos pour comprendre et faire face à notre anthropocène. Il est surprenant de voir la légèreté avec laquelle on admet trop vite que les circonstances sont secondaires ou négligeables. Cette croyance à l'objectivité au-delà des circonstances se fonde dans la croyance à la régularité du monde, à son prétendu ordre rationnel, mesurable, absolu. Cette croyance a été contestée par la physique quantique, par la théorie de la relativité, par l'incomplétude en mathématiques, par les probabilités et plus généralement par la sociologie de la connaissance et même par la philosophie des sciences. Mais elle continue à être là, dans le système monde. Donc je partage avec vous un récit de Nassim Taleb pour expliquer cette croyance à la régularité qui nous rassure et nous pousse à ignorer les circonstances. C'est l'histoire du dindon scientifique. C'est un dindon qui, dans la ferme, avait l'esprit scientifique. Et il faisait ses observations sur son monde en suivant la méthode scientifique, posant ses hypothèses. Et chaque jour, sa confiance en l'amour du fermier ne faisait que grandir. Après 1000 annotations journalières sur les démarches du fermier pour lui procurer seulement la vie, il disposait de toutes les données pour se maintenir en confiance. Il disposait des évidences au-delà des circonstances, s'il pleuvait ou pas, s'il faisait beau ou au-delà des animaux autour de lui. Il avait ses notations objectives et distancées pour affirmer ses opinions avec confiance. Il ne pouvait pas inférer de la conduite du fermier envers lui qu'il était si bien traité en vue d'être tué et cuisiné pour la fête de Thanksgiving. La première leçon à tirer de cet exemple, c'est qu'il y a une grande incertitude dans la façon de tirer des leçons ou plus encore faire des prédictions du passé. Cet événement pour les dindons est un black swan, c'est-à-dire un événement improbable, imprévisible, avec un impact extrême, mais explicable seulement après les faits. Et en tant qu'humains, nous avons plusieurs techniques pour nous donner de la confiance quant à notre connaissance de soi et du monde. Nous essayons de nous protéger contre notre propre fragilité, contre nos vulnérabilités, contre la dimension d'incertitude dans laquelle nous baignons.
contre les black swans, contre l'impact de ce qui est extrêmement improbable. Et une de ces techniques, c'est de cultiver notre ignorance et surestimer nos croyances. Et une des formes qui prend cette arrogance l'arrogance de l'ignorance revendiquée est de sous-estimer en fait les particularités de chaque situation et de sous-estimer les variables, de simplifier la vie et les problèmes pour nous donner une sensation de contrôle. Mais une éthique pour les humains ne peut pas se contenter de caricaturer la condition humaine, ni la portée de nos limites épistémiques, et pas plus que les dynamiques d'attention qui soutiennent l'institution du monde. L'éthique n'est pas un domaine indépendant de la vie humaine, ni des disciplines philosophiques, et pas plus que des autres champs de la connaissance. Elle ne peut pas se donner le privilège de choisir ce qu'elle va prendre en compte, ou elle ne peut pas couper tout lien avec la réalité. L'éthique doit s'inscrire dans le monde, dans les circonstances, dans les contextes, un dialogue inter- et transdisciplinaire. Donc l'éthique, et je cite Pascal Molinier, l'éthique du cœur assume ainsi une forme d'inachèvement ou d'imperfection de la décision, qui ne conduit pas nécessairement à une pleine satisfaction et qui suppose d'endurer un certain confort moral et de faire avec. Ce qui est recherché n'est pas la vérité ou la justice, mais la justesse de la décision. Une éthique du cœur décolonial est une éthique du ça dépend, comme maxime moral. Cela dépend de l'autre, des circonstances, et il n'y a pas de recette, nous sommes faillibles. Et la seule chose que cette éthique peut garantir est la responsabilité assumée. Cette responsabilité ne s'accompagne pas des grandes certitudes, ni de l'honneur viril, ni des supériorités, parce qu'on sait bien qu'on peut toujours se tromper. La justice n'immunise pas, comme croient pouvoir le faire les grandes valeurs de la modernité. Elle est beaucoup plus humble, beaucoup plus humaine. Une éthique du cœur décolonial est une éthique du présent. La valeur va se donner à l'ajustement aux circonstances de l'ici maintenant. Une éthique du cœur décolonial est aussi une éthique anecdotique. Une anecdote est un récit bref qui passe parfois par l'humour, l'apparente légèreté, théorisée par Pascal Molinier. Une anecdote se joue toujours dans les détails et se construit et se raconte dans des espaces informels. C'est-à-dire qu'elle ne passe pas par les outils du maître, ni par l'argumentation rationnelle comme garantie, parce qu'avec la critique profonde de la colonialité du savoir, qu'elle en serait le but. Elle fait l'éloge de l'oralité. Elle ne se prend pas trop au sérieux parce qu'elle est bien consciente de l'ambiguïté du monde, du degré d'incertitude et du poids des affects. Je laisse là l'introduction à notre proposition éthique. Dans ma thèse, les moments suivants dans ce chapitre visent à faire le pont entre l'anthropologie philosophique et l'anthropologie comme discipline sociale. Et je vais omettre toute cette réflexion-là, qui est nodale pour soutenir l'argumentation. Mais je passe à esquisser les esthétiques du cœur. Le premier pas, il faut retracer notre frontière. Donc, et c'est peut-être la chose la plus importante qu'il faut faire pour les esthétiques du cœur. Ce type de théorisation et cette pratique oblige à nous délier de l'Occident. Se délier veut dire pour moi d'arrêter de se battre, d'arrêter d'essayer de détruire la maison du maître, d'arrêter de réagir pour continuer à agir, mais agir pour nous et non nous situer toujours par rapport à l'Occident. Donc dans cette théorisation, je suis revenue à mes racines, à notre joie, à notre rire et à notre manière de vivre et notre défense de la vie. Dans la première séance du cours, j'ai insisté sur 2 points. Le fait que le lieu d'énonciation est incontournable et le fait que je ne suis pas moderne. C'est-à-dire que faire cette thèse, ce concept impliquera l'irrémédiable abandon de la maison du maître, de sa rhétorique, de renoncer à être reconnu dans le panthéon impérial, c'est-à-dire de renoncer à ce qui m'a été refusé. Le premier pas est de refuser à faire de la philosophie ou de l'esthétique moderne. Parce que ce n'est pas seulement que je ne sois pas moderne, mais que je ne peux pas l'être. Et l'accepter, me situer dans le lieu qui m'a été donné, c'est avéré indispensable pour cette conceptualisation. Dans mon expérience, il a été également important de me libérer du poids d'avoir à m'expliquer ou à me conduire en moderne.
J'ai dû embrasser mon opacité et ma barbarie, ce qui est connu par la théorie décoloniale comme le pensamiento fronterizo, qui peut mal se traduire par la pensée des frontières. Et pour les comprendre, il faut préciser ce qu'est habiter la frontière. Et je cite bien sûr Gloria Anzaldúa. Les frontières sont mises en place pour définir les endroits sûrs et les dangereux, pour distinguer nous d'eux. Une frontière est une ligne de démarcation, une bande étroite au long d'un bord fixe. Un lieu frontière est un lieu vague et indéterminé, créé par les résidus émotionnels d'une frontière non naturelle. Il est dans un état de transition constante. Les prohibés et l'interdit sont ses habitants. Los atravesados vivent ici. Les louches, les pervers, les cuirs, les gênants, les bâtards, les mulâtres, les sang-mêlés, les demi-morts. Bref, ceux qui outrepassent, passent par-dessus ou au travers des confondus normaux. Et se délier implique de ne pas chercher à s'assimiler, ni de considérer comme malchance d'être né femme, indigène, pauvre ou latino-américaine. Et on se délie quand on prend l'option décoloniale et l'on refuse l'ordre qui nous a été imposé en habitant notre différence apparemment incommensurable, en habitant notre manque apparent. Donc il nous faut habiter notre extériorité et affirmer que oui, que nous sommes las viejas, las histéricas, les sentimentales, les barbares, que nous sommes le troisième monde. Et les esthétiques décoloniales, à partir du ressenti de la blessure coloniale, proposent une troisième option, hors le monde dichotomique. Joan Tronto postule dans son livre Moral Boundaries qu'il n'y a que deux options pour les subalternes face aux oppresseurs. Soit s'assimiler, c'est-à-dire convaincre que nous sommes égaux, ou soit montrer en quoi notre différence est valorisable. Et avec l'option décoloniale, nous sommes en train d'inventer, construire et vivre la troisième voie. Nous ne voulons ni la rhétorique généreuse, salvatrice et inclusive de la modernité qui nous oblige à perdre nos différences, ni une salle du musée d'histoire naturelle pour mettre en valeur notre exotisme. Nous voulons nos vies, nous vivre la vie, vivir la vida, on dirait en Bolivie. Chacun veut se vivre. Je dirais donc que les esthétiques du cœur s'inscrivent dans cette histoire des esthétiques décoloniales que je vais présenter. Les esthétiques décoloniales ont été créées, travaillées et mises en pratique dans l'Amérique latine depuis au moins 20 ans, tant par les philosophes pour la conceptualisation que par les artistes. Et pour commencer, il nous faut définir ce qu'on met derrière le mot esthétique, qui dans la théorie décoloniale n'a rien à voir la sensibilité esthétique, ni la question du beau, ni les canons esthétiques, ni les beaux-arts, ni la régulation du goût. La esthésie sera comprise ici comme ces phénomènes communs aux êtres dotés d'un système nerveux qui leur permettent de sentir par l'entremise des sens. Cette sensibilité, cette affectibilité, cette propension à se laisser affecter est à l'œuvre à tout moment de nos vies humaines. Et plus encore, la vie humaine se crée sur elle, parce que l'adéquation de nos conduites et de nos actions est rendue possible grâce à cette sensibilité. La esthésie sera comprise dans son étymologie, des capacités à ressentir, à être affecté, réceptivité sensible et renvoi aux affections du corps et avec les réponses et réactions au contexte. Donc la question esthétique pour nous est la question du sens dans ces deux définitions. D'un côté, les 5 sens, la perception très biologique et aussi la construction sociale des sens. Et l'esthétique concernera l'ensemble de ces processus, actions, événements que nous imaginons, ressentons, mettons en œuvre, projetons en réponse au monde qui nous entoure. Et revendiquer cette forme d'esthétique signifie de nous réapproprier la création et l'imagination, c'est-à-dire de valider la capacité de toutes et de tous à inventer, imaginer, créer et s'ajuster aux circonstances. Je vous cite Walter Mignolo.
décoloniser l'esthétique pour libérer la esthésie. Libérer la esthésie signifie réaliser deux mouvements simultanés. D'un côté, de programmer la philosophie moderne et postmoderne qui se protège dans la régionalité du concept occidental d'esthétique. Et d'autre, de programmer l'esthétique qui réduit la esthésie à la sphère de l'art. La esthésie, les sentir, les sens, nous affectent à tout moment de l'exister. La esthésie ne se réduit pas au beau et au sublime, mais regarde les process, les événements à travers lesquels certains acteurs et institutions manipulent les sens, c'est-à-dire les réponses des corps aux stimuli. Moi, je me suis déliée des rhétoriques modernes, qui parfois, en esthétique théorique, veulent nier la hiérarchisation en usage dans les écoles d'art, ou dans leur construction de l'histoire unique de l'art, ou dans la monopolisation du sublime par la modernité. Et comme je vous l'ai répété dès la première séance, je n'aime pas de jouer les batailles modernes. Je n'aime pas de me battre contre les maîtres avec ses propres outils. Mais je peux les choisir, car il y a des coloniaux qui m'ont ouvert la possibilité de choisir. En cas de bataille contre l'esthétique moderne, c'est grâce à Walter Mignolo que je peux la contourner. Mais si cela vous intéresse, il a fait un de ses hobbies de se battre contre Kant et contre l'armée de l'esthétique coloniale. Et pour resituer la question esthétique dans la théorie décoloniale, je vous cite encore Walter Mignolo. Nous savons tous que la distinction entre art et artisanat est une distinction moderne. Une distinction qui a à voir précisément avec l'établissement de certaines règles du goût et qui correspondent à une série de distinctions comme l'histoire, les mythes, l'art, l'artisanat, la religion, la spiritualité, etc., etc. Alors la question pour nous n'est pas de faire ces restrictions-là, mais de commencer à penser ce pourquoi ces restrictions ont été faites. Qui les a faites? Pourquoi ont-elles été faites? Et qui a bénéficié de ces classifications? Une fois encore, la question n'est pas de savoir si les peintures ou la musique ou les théâtres européens sont beaux. Certaines œuvres peuvent l'être, mais elles ne constituent ni la seule forme de beauté, ni la seule forme d'expression, ni les canons esthétiques universels. Ces expressions sont des formes sensibles situées dans un contexte comme toute forme de sensibilité. Ce qui est réfuté, c'est leur prétendue universalité et globalité. On réfute leur hubris du point zéro. On réfute le fait qu'ils soient les juges ou les détenteurs de la seule esthétique. L'esthétique moderne, postmoderne ou altermoderne est une partie de l'histoire. Et l'autre partie de l'histoire provient de l'autre partie du monde, dont les expressions sensibles ont été réduites au folklorique, au populaire. La musique populaire, la littérature populaire ou l'artisanat. Et ont été classés, régulés et ordonnés, y compris dans les musées, par les choix européens de ce qui mérite l'adjectif beau et la forme légitime sous laquelle l'accomplir. Et pour les artistes décoloniaux, la question n'est pas celle de la rigidité des canons modernes, mais leur caractère impérial. Saisir la chair des esthétiques décoloniales nous oblige à les situer dans leur lieu d'énonciation. Et leur lieu d'énonciation, c'est d'abord l'Amérique latine. Et on arrive très lentement aux esthétiques du Caire. Elles seront donc des esthétiques décoloniales, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec la beauté ou les beaux-arts, mais avec la sensibilité. Les esthétiques décoloniales ont pour but premier de soigner la blessure coloniale, d'affirmer la capacité de tous et de toutes de ressentir, d'imaginer et de créer. Les esthétiques du Caire sont décoloniales parce qu'elles ne sauraient pas être une esthétique coloniale. Rien en elle ne concerne ni la régulation du goût, ni quelques canons esthétiques, ni la question du génie, ni les critères du beau, ni les beaux-arts. Une esthétique, on sait qu'elle fait appel aux ressentis, aux sensations, aux formes de sensibilité éprouvées. Et elle est décoloniale parce qu'elle commence avec l'appel à sentir nos vulnérabilités, nos fragilités, nos manques, à sentir la blessure coloniale et en même temps, elle est décoloniale par son effort de comprendre autrement l'esthétique,
l'effort pour libérer la esthétique du contrôle et de l'autocontrôle, en particulier du contrôle colonial. Donc, ma proposition va fonder l'éthique dans l'esthétique. Je propose de considérer la perception, la sensation, l'affectibilité et la représentation sensible comme le fondement de notre être humain, comme la racine des liens sociaux. Et cette voie éthique a pour particularité la sensibilité envers autrui et un appel au développement de la sensibilité envers les autres, envers leurs besoins, leurs expressions, leurs gestes, leurs manifestations de vie, sans renoncer à soi-même dans l'expression de la propre sensibilité. C'est une esthétique de la relation. Une esthétique du cœur est une invitation à se sentir et se construire à partir de la vulnérabilité vécue par chacun et chacune. Sentir tout ce qui nous manque, à savoir du sens pour nos actions et des garanties pour nos décisions. Elle est une invitation à sentir notre vulnérabilité première, notre mortalité, nos incertitudes et nos manques. Et à partir d'elle, la tâche devient de construire une sensibilité orientée vers la vie, vers les attentions inscrites dans les corps, vers les autres, vers les communautés et les formes plurielles du partage. Une esthétique du cœur est une sensibilisation à l'attention, à l'écoute, à l'égard des corporalités, leurs expressions, leurs gestes, silence et toutes ces formes de prendre soin qu'il faut deviner, percevoir, interpréter, supposer et imaginer. Prendre soin est toujours la mise en œuvre d'une esthétique particulière, sensibilité, indifférence ou domination envers l'autre. Prendre soin est nécessairement une tâche sensible, bien qu'il soit possible d'y instiller de l'indifférence, voire de la cruauté. Une éthique du cœur, telle que je la soutiens, sera accompagnée d'une esthétique et d'une pédagogie toute particulière. Parce que si la disposition morale est sensible et plutôt du reste sensibilité, les décisions seront prises en fonction des valeurs sensibles, incorporées, intériorisées et inscrites dans le corps. Et la responsabilité y afférente sera comprise seulement si on est susceptible de sentir et de se sentir responsable. Et cela s'apprend. Cette théorisation est née de ma pratique théâtrale, ou plus particulièrement d'avoir revisité ma pratique théâtrale à partir de ce que j'appelle, en suivant Pascal Molinier, une politique de l'écoute. Mais je me suis rendu compte en fait que dans la pratique théâtrale, nous avions l'opacité comme prémisse d'interprétation et de représentation, et que la tâche de communication dans l'opacité et l'interculturalité était déjà très concrètement réalisée. Je vais consacrer toute la prochaine séance à vous présenter cette pratique théâtrale et développer tous ces éléments que je viens d'énoncer. Mais avant de passer au lien entre les esthétiques du cœur et l'anthropocène, je voudrais expliciter cette donnée. Qu'il y a une esthétique toujours à l'œuvre dans la vie humaine, même pour les hommes blancs, riches et européens au sein du système monde moderne. L'esthétique moderne coloniale se construit tout d'abord sur l'injonction de nier et cacher tout symbole ou symptôme de sensibilité envers soi-même ou les autres. La sensibilité a été subalternisée par le système monde car elle va à l'encontre de ces 4 manières d'opprimer. Elle est l'ennemi inventé de la rationalité. Elle ne sert à rien, ce qui en fait l'ennemi du néolibéralisme. Elle est féminisée, ce qui est toujours une mauvaise idée. Et finalement, elle est très très diverse, ce qui rend difficile le projet des hiérarchies coloniales ou des canons esthétiques. Le système monde sous-estime la sensibilité, ce qui est précisément approprié à susciter l'indifférence chez les privilégiés. Si je suis formée à ne pas prêter attention, je ne suis pas responsable de mes actions et moins encore de mes omissions. Si je suis formée dans une éthique du « I don't care, je m'en fiche », je ne suis pas responsable, je ne me sens pas responsable, et même particulièrement si je le suis. Et cette désattention n'est pas dirigée seulement envers la différence des autres, mais elle peut même conduire à se déconnecter de soi-même. Les situations étant déjà variables et complexes, font qu'il n'est pas si clair de savoir comment se sentir. Mais si on ajoute qu'on vit dans un système monde où les sentiments et la sensibilité sont signes de faiblesse, ne pas sentir, ignorer, laisser passer, être indifférent et prendre de la distance
deviennent des qualités et des vertus à développer. Cependant, une société qui cultive l'indifférence ne pourra jamais éveiller la responsabilité des êtres sociaux. Une société qui cultive l'individualité ne peut pas se vouloir sociale, moins encore communautaire. Une société qui cultive hiérarchie et subaltérité ne convainc personne par la rhétorique héroïque de l'égalité ou des droits. Parce qu'il y a bel et bien une esthétique du système monde. C'est l'esthétique de l'insensibilité, avec sa mise en scène théâtralisée de la violence et de la mort. L'esthétique de la simulation, des rhétoriques héroïques dans la formulation de Karina Vidaseca, c'est-à-dire des discours qui condamnent et déplorent, accompagnés de l'inaction totale, au pire de la violence et la dépossession galopante. L'individu au sein du système monde va s'entraîner à ne sentir ni le monde, ni les autres, ni soi-même. Il devra apprendre à s'évader. La souffrance de la vie quotidienne, soit physique, soit émotionnelle, importe peu au nom des grandes valeurs et les grands récits. Il faut souffrir pour mériter sa place. Il faut payer le prix du succès. Il faut lutter pour la reconnaissance, la grandeur et la gloire, même au prix de sa propre personne et même au prix de sa vie. Ce qui compte, ce sont les grandes rhétoriques, les grandes médailles, être le plus grand, les plus grands, à tout prix, sans rien considérer d'autre. Objectif clair et distinct, individuel, méritocratique, bien sûr incluant une esthétique particulière des sensibilités structurées. Et c'est exactement là que se posait notre question morale dans la 12e séance. Comment sortir des crises dans une société qui fait l'éloge de l'individualisme, de l'égoïsme, la société de l'homo economicus? Parce que c'est cet homme-là, l'anthropos de l'anthropocène, c'est lui qui l'a provoqué et qui les soutient jusqu'à nos jours. Cet homme de la modernité n'existe que dans les lois ou dans les marchés. Il existe dans nos significations pour faire monde. Et pire encore, il est dans nos sensibilités, dans les manières dont nous désirons, rêvons, dans nos aspirations, dans ce qui nous intéresse, dans ce que nous interprétons comme succès. Et c'est à cause de son enracinement dans nos manières de percevoir et de sentir le monde que ma réponse à l'exigence morale de l'anthropocène est de cultiver d'autres sensibilités. Et tout particulièrement, c'est pour ça que je vous propose des esthétiques du cœur pour l'anthropocène. Et on y arrive. Une des grandes victoires du système monde moderne est la croyance partagée que le monde est ainsi fait, que le système monde est la réalité, de telle façon que l'imaginaire est emprisonné afin qu'il nous soit indispensable d'accepter l'institution actuelle du système monde comme condition de possibilité et même de réalité pour la vie et pour les changements. Et tel que l'a postulé Patrick Desgeorges dans son cours public pour l'école urbaine de Lyon, le système monde est construit sur des erreurs logiques majeures. D'abord, en donnant primauté morale au capital au détriment de la vie. Ensuite, en donnant primauté à la vie humaine sur les autres formes de vie qui la soutiennent aussi. Et sur la planète qui est pourtant la condition de possibilité de toute vie. Autrement dit, la modernité a sous-estimé l'interdépendance des systèmes, la fragilité des équilibres qui nous soutiennent. Et sous l'angle éthique, il devient clair qu'il nous faut commencer par rétablir l'ordre logique. Planète pour qu'il y ait vie. Vie pour qu'il y ait vie humaine. Et vie humaine pour qu'il y ait du capital si on continue à les désirer. Une part de la pensée à l'heure de l'anthropocène implique de repenser les modèles que nous avions adoptés pour développer les sciences de la modernité et les imaginaires à l'œuvre derrière les constructions objectives de la modernité. Et ce que l'esthétique décoloniale peut répondre aux défis de l'anthropocène, c'est ce constat. Nous ne pouvons continuer à rêver sous les mêmes images. Nous ne pouvons pas vouloir le même développement du premier monde et ainsi instituer un seul chemin et destin pour l'humanité. Parce que ce chemin moderne mène à la mort de tous pour les profits capitalistes de quelques-uns. Il est insoutenable de continuer à rêver en moderne. Nous n'avons pas une planète qui puisse élever le niveau de vie de 99% de la planète à hauteur de celui du 1%.
Nous n'avons pas simplement les matériaux pour la distribution égalitaire de la technologie que ce modèle de vie implique. En plus de la contamination et des problèmes de santé et de paupérisation qu'entraîne par exemple l'extraction des minerais rares pour la haute technologie. Impossible de prévoir ou prédire la sortie des crises. Ce qu'il est possible de dire en revanche, c'est qu'imaginer la sortie implique de changer les imaginaires que nous mobilisons, même pour la description de la crise. Et à cela, les esthétiques décoloniales peuvent aider, par leur propension à ressentir les liens humains, par leur volonté d'imaginer autrement, d'inclure plus de voix, de rêver de façon autre. Et nous avons urgence à cela. Une esthétique du cœur pour l'Anthropocène implique de défendre la vie. Et comprendre que défendre la vie implique de défendre la diversité bioculturelle, de défendre les conditions de possibilités de vie plurielle pour la communauté humaine. Il s'agit d'une défense affective et sensible et joyeuse. Il s'agit de défendre la possibilité que chacun puisse vivre à sa manière. C'est surtout faire cesser les formes d'imposition et de domination, y compris la domination exercée sur la sensibilité, qui force à sentir, à percevoir d'une manière qui tend vers l'insensibilité. Défendre la vie, c'est défendre la sensibilité à sa fragilité, défendre sa vulnérabilité. Et la défense de la vulnérabilité veut dire que notre fragilité ne constitue pas un défaut. C'est reconnaître que malgré tous nos efforts, nous sommes mortels. Et rien de plus pertinent dans notre moment historique que de rappeler que nous sommes mortels et que la vie pour tous les vivants se joue au présent. L'esthétique ne peut pas nous libérer de la mort. Peut-être ne peut-elle pas non plus prolonger la vie, mais elle peut accompagner la vie, accompagner les donner sens à la vie, à nos actions, à nos silences, à nos résistances, à nos passivités choisies. Et si rien ne peut nous sauver de la mort, que le cœur et l'esthétique nous sauvent la vie. Et je cite Glissant. Nul imaginaire n'aide réellement à prévenir la misère, à s'opposer aux oppressions, à soutenir ceux qui supportent dans leur corps ou dans leur esprit. Mais l'imaginaire modifie les mentalités, si lentement qu'il y en aille. La poétique, précisément cette double portée, d'une théorie qui tâche à conclure, d'une présence qui n'est conclue et ne présume de rien. Non point l'une sans l'autre. C'est par là que l'instant et la durée nous confortent. Toute poétique est un palliatif d'éternité. Une esthétique du cœur est un mélange de pessimisme et d'optimisme. Un optimisme stratégique qui nous donne de l'espoir pour créer un pari pour la vie, pour l'imagination, pour la joie, mais accompagné d'un pessimisme qui nous rappelle notre mortalité, notre faillibilité, nos peurs. Ce pessimisme emporte aussi, pour contrebalancer, d'une part, un type d'optimisme excessif sur la manière de résoudre les crises d'habitabilité à coup de prescriptions, et d'autres, un réductionnisme excessif sur les données supposées suffisantes pour modéliser et résoudre les crises. Dans les mots de Gramsci, un pessimisme de la raison, avec un optimisme de la volonté. Un pessimisme qui nous oblige à reconnaître que les crises sont déjà là et qui nous pousse à arrêter le business as usual. Parce que nous sommes de l'Anthropocène, plus proches ou plus éloignés du modèle de l'homme moderne. Mais je veux reconnaître que ces sensibilités érodées par le système monde existent pourtant des deux côtés de la très visible frontière. Je veux finir aujourd'hui par la même phrase avec laquelle j'ai fini la première séance du cours. Cette quête, cette esthétique éthique n'est plus qu'une option. Une option pour vivre et faire vivre la vie. Une option de compréhension de l'humanité, de notre sensibilité, de nos manières d'habiter la planète, de nos manières de nous relier, de nos manières de créer du sens pour nos vies. Et je peux accepter toutes les limites de cette étude. Mais ce que je veux montrer
et c'est notre pari le plus profond, c'est la multiplicité des options. Parce que la modernité-colonialité, elle est aussi seulement une option, non pas la seule option. Muchas gracias. Merci beaucoup.